Il vient de la paroisse Ascension et il est asteur étudiant à l'SU en plus de faire partie des réserves de la Garde nationale de la Louisiane. Il est stagiaire à Télé-Louisiane et aussi l'animateur du LA Creole Show. Âgé de 20 ans, il est peut-être un des plus jeunes Louisianais à parler couramment le français et le créole de Louisiane. Aujourd'hui, sur le louisianisme, Talib Pierre-Auguste. Bonjour, on est ici à l'Université de Louisiane à Lafayette, au cœur de Lafayette, le Hub City, pour l'université d'été du Centre de la francophonie des Amériques, pour parler avec quelques gens qui sont francophones ou créolophones, notamment de la Louisiane, mais aussi d'autres régions des Amériques. Et donc, à ce jour, on est avec Talib Pierre-Auguste. Bonjour. Hey, bonjour. Donc, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Et oui, ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être à Lafayette. Et donc, tu es venu d'Ayoux aujourd'hui avant d'être ici. Monter au bâton rouge pour des choses avec LSU. Mais après ça, c'était vraiment juste un petit projet. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background, de ton enfance, d'où tu viens, qui tu es? Ça fait moi né au bâton rouge en 2003, des parents qui parlaient français et créole à la maison. Mon papa, il vient des Opelousas, une paroisse qui se connaît pour parler français et pour parler créole. Et ma maman, elle est née, elle est grandie au bâton rouge. Ça fait à cause de elle, moi, j'étais capable de parler et apprendre à parler mon langage. Et, mais vous habitez plutôt à la paroisse Ascension? Oui. Ok, cool. Et donc, en fait, cette paroisse aussi, c'est historiquement francophone. Exactement. Et on oublie ça de temps en temps. On pense que les paroisses du fleuve, que ça, c'est plutôt la partie américaine. Mais en fait, originalement, ça, ça faisait partie aussi de l'acadienne ou, disons, de la Louisiane créole ou française. Il y a aussi Michelle Brault. Elle est la responsable du département, au département d'éducation pour l'immersion en français. Okay. Et bon, elle vient de cette paroisse et sa famille est francophone. Mais oui, de toute façon, tu as dit que dans ta famille, ça parlait français et créole aussi, un petit peu. Et puis, donc, bon, ça c'est le cas pour une grande partie des Louisianais, mais ce qui est exceptionnel, je crois, dans ton cas, est que tu as appris le français et le créole, au moins dans une partie de 2 heures. Et donc, pourquoi est-ce que ça c'était différent? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de la génération perdue, et donc même si ça parle français ou créole dans leur famille, ça ne s'est pas transmis à la prochaine génération. Et donc, pourquoi c'était différent pour vous autres? Mais mon pense pour moi, c'était différent à cause de mes frères et mes soeurs, ils sont plus âgés que moi. Ça fait monter à la maison tout seul, avec mes grands-parents et mes parents. Ça fait quand mes grands-parents et mes parents étaient parlé avec un et l'autre, ça y parlait. Ils parlaient français et créole. À cause de ça, j'ai attrapé la langue bien vite. Et ma grand-mère, notamment ma grand-mère, de mon papa, il parlait avec moi tout en français. Même si ça faisait partie de ton histoire familiale, il y avait bon, je crois que il y avait un moment où tu as décidé de faire partie un peu du mouvement francophone, créolophone. Et donc, c'était quoi ton point d'entrée? Je sais que quand on a commencé à travailler ensemble, mais tu as découvert en fait toutes les institutions qui travaillent sur le français. C'était au lycée, et au lycée avant le Covid, avant la pandémie. Et moi, j'étais à la classe française et ma maîtresse d'école, il dit, moi, depuis que tu parles français, tu peux faire des choses. Et moi, j'étais comme, mais il n'y a pas des gens qui font des choses. Et puis, il voyait moi une petite vidéo et c'était Télé-Louisiane. Et il était comme, mais il y a des gens là, ils ont fait des choses, ça fait que tu peux aider. Et puis, moi, j'ai parlé avec des autres créolophones, comme Jonathan Maillet. Et il était un membre de Télé-Louisiane à l'époque. Et puis, il m'a oublié, ça arrivait à cette fois. Oui, et ça c'est l'histoire à cette heure. Et donc, c'était quoi ton processus d'apprendre à écrire en créole? Parce que j'imagine que quand tu étais en famille, c'était majoritairement juste que tu utilisais le créole et le français à l'oral.
Et donc, est-ce que c'était à ce moment-là, avec Jonathan et tout ça, que tu as commencé d'apprendre le système d'écriture et tout ça? C'était vraiment Jonathan qui aidait moi à apprendre à écrire le créole. Et aussi, il y a des leçons sur Memrise et puis un petit, comment on appelle ça, un petit paquet de Christophe Landry. Et avec tout ça, moi, j'étais capable d'écrire le créole. C'est vraiment un process, mais c'était pas, comme nous dit, c'était pas difficile. À cause de moi, déjà connais écrire le français. Donc, tu étais heritage speaker, comme on dit. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens, je crois que ça c'est pour des gens qui ne connaissent pas trop la franco-créolophonie louisianaise. De temps en temps, c'est un peu, ils ont une petite surprise en voyant le créole louisianais à l'écrit parce que l'orthographe, c'est pas mal différent de l'orthographe franco-français. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire des études de la langue créole, en fait, du temps Alcée Forcier, puis aussi avec Waldman et tous ces gens-là, jusqu'au présent avec le docteur Landry et tous ces gens-là? Mais même avant Alcée Forcier, il y avait des personnes qui tapaient écrit le créole. À cause le créole, c'est dans les gazettes, et même si le créole est écrit par des blancs, qui tapent moquer des noirs ou qui tapent fait des choses pour pousser l'identité louisianaise dans l'État, le créole était déjà écrit. Et quand Alcée Fortier est venu, c'était après la guerre civile, après la guerre confédérée, et il courait en interprétation et il était pratiquement transcrit tous les contes des esclaves, des anciens esclaves, comme Compère Lapin, Compère Bouki, ou au mariage de Compère Lapin. Et puis après lui, le créole et le français étaient déclinés en Louisiane, c'est évident. C'était décliné. Et dans les années 1980 et 1999, mais pas 19, mais 90, ça c'est quand Deborah Clifton est venue. Elle a commencé à faire des choses avec le créole. Elle a commencé à montrer une classe en créole ici à UL. Et puis, pendant ce temps-là, tu vois Herbert Wilts. Et ça l'y fait. Il fait son chant l'autographe créole. Et comme il dit dans un petit interview avec vous, il dit il est basé sur l'autographe haïtien pour écrire nos créoles. Mais tu connais, nous n'sommes pas les mondes pour voir que nos créoles et le créole haïtien sont vraiment proches. Ça fait Christophe Landry et son équipe, ça y est fait. Ils séparaient les deux. Et ils créent un nouvel autographe pour nous autres en Louisiane qui représente nous. Oui, tout à fait. Et donc, comment ça marche avec le créole louisianais et le français louisianais? C'est toujours une difficulté pour nous autres en Louisiane parce que on essaie de représenter toute la Louisiane, mais aussi toutes les langues d'héritage de la Louisiane. Mais c'est évident que le français louisianais, c'est la langue d'héritage majoritaire. Et aussi qu'il y a un lien entre le français louisianais et le créole louisianais. Donc, est-ce que tu peux nous parler des relations entre les deux langues? Et est-ce qu'ils sont à 100% différents? Est-ce qu'il y a des choses en commun? Est-ce qu'il y a des créolophones et des francophones ou est-ce que c'est plus mélangé que ça? Le créole et le français, ça reste un continuum en Louisiane. Ça fait, il y a des personnes qui disent oh, je parle créole, qui parlent français. Il y a des personnes qui disent que moi parle français, qui parlent créole. Tu vois? Ça fait, aujourd'hui, c'est difficile pour connaître qui parle quel langage si tu ne pas connais nos langages. Mais historiquement, les deux étaient dans la même communauté. Le créole était développé dans les habitations, avec des grands planteurs qui étaient pratiquement fait l'ouvrage non volontairement, dans les clos des camps, dans les clos de coton. Ça te voit après la guerre civile, mais même avant la guerre civile, les personnes qui tapent soigner les enfants blancs, c'était qui? Les mamies, oui, les esclaves, les esclaves domestiques. Ça fait ça, c'est comment les blancs apprennent le langage pendant la guerre, avant la guerre civile, dans l'esclavage. Ça fait après ça, et quand quelqu'un c'est pauvre après la guerre civile,
les Blancs qui sont pauvres, qui n'étaient pas des membres de la société planteuse, ils travaillaient à côté des Noirs. Même s'ils parlaient français, ils étaient gains pour apprendre à parler créole et tout, pour travailler avec les Noirs. Ça fait qu'ils commençaient à parler créole, à cause c'était la langue de l'ouvrage. Et même après ça, après la nouvelle constitution de 1921, et quand l'anglais c'est la seule langue de scolarisation, toi, monde il lâche la langue. Ma famille, sur le bord de mon papa, il lâche créole. Sur le bord de ma maman, il lâche français. Et pour les Blancs, c'est la même chose. Ça fait, le créole et le français, c'est historiquement lié avec un et l'autre, à cause qu'ils étaient dans la même communauté. Mais aujourd'hui, c'est tout mixed up, tu connais. Ouais. Et dans ce contexte-là, comment est-ce que tu envisages, en fait, faire entrer le créole dans les écoles? Donc, quelque chose qui est très important pour nous en général à la télévision, et je crois que tu partages ça, c'est de mettre en avant notre langage louisianais. Et bon, c'est bien les écoles d'immersion, c'est un point de départ, mais il faut avoir aussi le français louisianais, le français indien, le créole louisianais dans les écoles d'immersion. Et donc, dans ton rêve, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est possible d'avoir une école à 100% en créole louisianais, ou est-ce qu'on fait moitié-moitié? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on cible le Bayou-Teche, par exemple, ou est-ce qu'on peut avoir une école en créole louisianais aussi à la Nouvelle-Orléans? Comment est-ce que tu vois tout ça? Moi, mon vœu, nous gagnons des écoles moitié-moitié français louisianais, moitié-moitié créole louisianais. À cause pour moi, ces deux langues, c'est important, tu connais. Mais pour penser, pour songer comment nous pouvons faire ça, moi, dit nous pouvons cible à la paroisse Pointe-Coupée, à cause de quelqu'un là-bas, tu parles créole. Et si nous voulons créer une école 100% en créole, nous avons besoin de montrer des personnes parler nos langages. À cause nous pas gagnons assez de monde qui peut parler nos langages et montrer nos langages. Ou montrer des mathématiques en créole louisianais. Mais comme on a parlé avec Créole Inc., on dit ça nous peut faire, nous pouvons travailler avec Codefield. Et il y a des maîtres d'école qui sont les Antilles, qui sont l'océan Indien, qui parlent créole, qui parlent un autre langage créole. Nous pouvons parler avec eux, nous pouvons causer et nous pouvons apprendre à parler créole à Louisiane pour mettre le créole dans ces écoles d'immersion. Tout à fait. Oui, c'est ça en fait. Bon, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est très similaire à ce, comme tu sais, je suis sur le comité de l'école Pointe-aux-Trembles, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire à ce, c'est que, bon, pour commencer, on n'a pas assez de profs locaux qui peuvent écrire et tout ça en français indien, et donc on travaille avec les profs français qu'on va avoir pour les sensibiliser, les former de comment inclure le français local dans les cours, et puis on peut aussi faire des ateliers avec des associations, comme c'est le cas de Créole Inc., ou des tribus dans le coin pour pratiquer bon, le vrai français de nous autres. Et donc, je voudrais te parler un peu de notre sujet qui est un peu lié avec ce que tu disais par rapport à l'histoire du créole. Et donc, quelque chose qui est spécial en Louisiane, c'est que par rapport aux autres États aux États-Unis, et que les racines de notre peuple, ils viennent d'avant la République américaine, en fait. Et on était ici, bon, nos ancêtres étaient ici avant l'arrivée des Américains. Et bon, j'aime bien tous les autres États, mais par exemple, à Ohio, il n'y avait pas grand monde là, ou à Kansas, évidemment, il y avait des individus, dont tu sais, ces gens-là, mais nous, on avait toute une civilisation qui inclurait évidemment à la fois les peuples autochtones, les tribus amérindiennes, mais aussi tout le gombo en fait des esclaves, mais aussi des gens de couleur libre, et puis des colons venus de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, etc. Et donc, un de ces peuples qui est un peu ignoré, c'est bon, majoritairement aux États-Unis, c'est les gens de couleur libre. Et le fait que c'était une exception en Louisiane, et quelque chose qui m'a frappé quand j'ai appris ça, et que cet héritage a continué même pendant l'ère américaine. Et donc, par exemple, j'ai vu une statistique que des 25 Américains noirs, bon, citoyens américains noirs, qui étaient les plus riches,
avant la guerre de sécession, avant la guerre civile, de ces 25 gens, 21 étaient des Louisianais, des gens de couleur libre. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cet héritage des gens de couleur libre? Est-ce que tu en es fier? Évidemment, c'est une histoire compliquée aussi parce que beaucoup d'entre eux étaient des esclavagistes aussi. Mais il y avait des militants antiracistes, mais aussi des esclavagistes entre eux. Mais bien sûr, mon fils, à cause de mon nom, tu connais pour ma famille c'est une famille de couleur libre. La famille Pierre-Auguste, c'est une famille de couleur libre de la paroisse Saint-Landry. Ça fait moi descendre des personnes de couleur libre qui restaient en ville et qui restaient aux Apouloussas. Oui, moi descends des personnes libres qui étaient possédées des esclaves, comme la famille Dumas ou la famille Sénégal. Mais en même temps, c'était l'époque. Et nous avons pour réaliser qu'il était pour faire des choses pour eux-mêmes, pour assurer qu'il y ait une famille, c'est tout bon. Mais en même temps, les gens de couleur libre étaient osés battre pour les droits des esclaves et les droits des Noirs. Avec l'arrivée des Américains, avec l'arrivée des Afro-Américains en Louisiane, les gens de couleur libre de la noblesse et les gens de couleur libre de la société américaine n'étaient pas les mêmes un et l'autre. Mais après la guerre civile, ils étaient gagnés pour. Et c'est la raison que P.B.H. Pinchback est devenu premier gouverneur noir de la Louisiane. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ignore, que, bon, évidemment, l'esclavage, c'était horrible. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut critiquer et étudier, les mauvais côtés de l'histoire. Mais il y a beaucoup de choses d'en être fait, en fait. Et notamment ces gens de couleur libre qui ont bataillé contre le racisme, comme les frères des Dunes, Omer Plessy, évidemment. Oui, toute cette génération-là qui luttait dans des situations très, très difficiles contre le racisme et aussi en français. Et donc, sur ce front, pour eux, comme tu as dit, quand les Américains sont arrivés là, ici, pas seulement, disons, le contrôle américain du pays, de l'État, mais aussi, parce que ça, c'est venu avant, dans le début du 19e siècle, mais même à ce moment-là, c'était toujours majoritairement des créoles, bon, des gens d'origine louisianaise qui vivaient en Louisiane. Et je crois que c'était plutôt fin 20e siècle, début 20e siècle, et quand l'américanisation a vraiment commencé. Et pour tous ces gens-là, comme les Dunes et Omer Plessy, etc., c'était important la bataille antiraciste, militante contre le racisme et la ségrégation. Mais c'était aussi important la bataille louisianiste, la bataille créoliste. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ces gens-là et comment cette bataille-là t'a influencé de continuer dans ton travail aujourd'hui pour préserver et développer notre culture unique et notre identité unique? Mais la bataille n'est jamais perdue, la bataille n'est jamais finie, à cause même si nos langages étaient déclinés dans la population, nous sommes toujours bien pour battre pour nos droits. Ça fait pendant la ségrégation, pendant les lois Jim Crow, les Noirs qui descendent des personnes de couleur, ils étaient toujours combattre, tu connais. Mais il a influencé moi parce que moi vois les histoires de ma famille, moi vois l'histoire de Homer Plessy, l'histoire de Armand Laneuse et toutes les personnes qui étaient écrites pour les SNL, toutes les personnes qui étaient écrites pour la Tribune de la Nouvelle-Léon, mais aussi les autres auteurs qui ne pas connaissent, qui étaient écrits en créole et aussi en français. Mon bat pour y, mon bat pour honorer. À cause ça, nous pouvons honorer, c'est nous pouvons apprendre nos langages, nous pouvons parler nos langages, même si nos langages c'est pas dans la législature, même si le langage c'est pas dans les écoles, nous pouvons toujours parler nos langages chez nous. Ça c'est comme nous pouvons honorer, ça fait moi toujours influencé par les combats. Tout à fait. Et quelque chose qui est très intéressant avec cette époque-là, notamment après la guerre civile, et que, si je comprends bien, il y avait des associations qui commençaient
comme l'Union pour la Louisiane et l'Athénée louisianais et tout ça. Et quelques-unes de ces associations incluraient ou impliquaient les Noirs et les Blancs créoles. Exactement. Et c'est un effort d'unifier le peuple louisianais derrière une bataille en commun sur les enjeux linguistiques et culturels et identitaires, mais aussi sur d'autres fronts. Et donc, pour toi, dans ton rêve, qui pourrait être, j'espère, une réalité bientôt, comment est-ce que tu vois ça de nos jours, Astor? Comment est-ce qu'on peut unifier, rassembler le peuple louisianais derrière cette bataille-là, dans le domaine de la culture et l'identité et la langue, mais pas exclusivement? OK, ça fait pour ça, ma dette honnête. Samoa, c'est dans la Louisiane aujourd'hui. Nous toujours séparés sur les lignes raciales. Et si tu cours au Bâton Rouge, c'est toujours une ville ségrégée. Même si tu cours à Port Allen ou les autres places. Ça fait pour nous autres, pour penser nous peut faire des choses comme ça, nous sommes vraiment assis et penser, OK, est-ce que nous sommes vraiment différents? À cause nous ne sommes pas vraiment différents, nous cueillons la même chose, nous parlons presque pareil et nous dansons pareil. Ça fait, moi pense que ça peut arriver, mais en ce moment-là, pas vraiment. Il faut construire des ponts entre les communautés. Et donc, parlons un peu de ça, de ces efforts de rassembler le peuple. Est-ce que, donc on sait bien, on est ici à l'université d'été, dont le porteur principal du projet, c'est le Centre de la francophonie des Amériques, qui est une agence avec le soutien du gouvernement québécois. Et le gouvernement québécois, le Québec, on sait que c'est la seule État en Amérique qui est majoritairement francophone. Et aussi, c'est une région, une province du Canada qui se considère comme nation, une nation dans une autre plus grande nation, le Canada. Et il y a d'autres francophones aux Amériques, évidemment en Acadie, en Haïti, etc. Mais notamment, qu'est-ce que tu penses qu'on peut apprendre du cas du Québec et comment ils ont préservé leur langue et leur culture? Mais évidemment, nos positions, c'est différent. Juste à cause là, c'est une grande communauté, il était toujours majorité. Pour nous autres, nous n'avons pas dit ça. Mais ça, nous peut apprendre, c'est qu'il était valorisé, il y a un langage, il était valorisé, il y a un dialecte français. Pour nous autres, nous n'avons pas valorisé notre dialecte. Nous voyons la France et nous pensons que ça, c'est le bon français. Mais pour nous autres, c'est le bon français dans nos familles. C'est le français de nos familles. À cause, il y a toujours moi qui dit nous francophiles, mais moi pas un francophile. Moi, faut pas mal la France. moi, c'est un louisianophone. Ça veut dire que je parle français, je parle créole, mais je parle les dialectes de mon pays. Mon pays, c'est la Louisiane, pas les États-Unis. Oui, c'est fort ça. Et je crois qu'en fait, on a cette confusion beaucoup chez nous autres. Et c'est pour ça qu'on a commencé, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme le louisianisme pour le podcast. Parce que de temps en temps, les gens nous demandent « Ah, ok, oui, est-ce que vous adorez la France ?» Moi, j'aime bien la France. Je respecte beaucoup la France et notamment sa contribution au développement des valeurs démocratiques et des institutions démocratiques et la République et tout ça, et toute l'histoire de ce grand pays. Mais à la fois, la raison pour laquelle moi je parle français, beaucoup d'entre nous s'intéressent au français, c'est parce que c'est une des langues du peuple louisianais, de notre peuple. Et oui, je crois que c'est très intéressant. Je crois qu'il faut commencer à utiliser ce terme plus souvent, louisianophone, j'aime très bien. Et donc, dans cette louisianophonie, il y a quelques institutions qui commencent à se développer. C'est limité, évidemment. Oui. Et donc, comment est-ce que tu vois ce travail? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te donne d'espoir ou de l'inspiration par rapport à ce qui se passe à cette heure dans la francophonie louisianaise? Ou franco-créolophonie, louisianophonie, oui. Pour moi, ça me fascine à cause c'est vraiment la génération Z et la génération avant. Et c'est vraiment nous autres, c'est vraiment les gens. Ça, tu n'as jamais vu ça dans la vie de la Louisiane. C'était vraiment les personnes un petit peu âgées avec moyen âge, comme les 30 ans ou les 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les jeunes de 20 ans ou 30 ans. Comme toi,
j'ai oublié quel âge tu as, mais j'ai 20 ans. Et j'aimerais faire des choses pour la Louisiane à 20 ans. Ça me fascine. Mais en même temps, et quand j'ai entré dans le mouvement, j'ai vu qu'il y a des choses, on a besoin de travailler, on a besoin de ranger. À cause des organisations, ça ne travaille pas avec un élève, ça ne travaille pas à l'unisson. Créo Inc., ça ne travaille pas avec code de fil. Code de fil, ça ne travaille pas avec Nunola, ça ne travaille pas avec Télé-Louisiane. On ne travaille pas ensemble. On ne va jamais continuer avec cette bataille sans travailler ensemble. Même si on n'aime pas nous autres. Faut travailler. Oui, je crois que c'est une bonne leçon. Oui, c'est vrai qu'on veut que tu sois... Oui, je crois qu'on veut que tu sois parfait. Mais nous autres, à Télévision, ça c'est quelque chose que nous essayons de vraiment mettre en avant. On essaie d'aimer tout le monde. Mais de temps en temps, le plus important, c'est d'avoir des enjeux en commun, même si tu n'aimes pas quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a vraiment priorisé des partenariats avec, bon, notamment des vieux, en fait, des aînés, pour faire le lien entre les générations. On travaille beaucoup avec Creole Inc. et aussi, évidemment, avec les tribus Pointe-aux-Chiens, la Nation Jean-Charles Choctaw. Mais oui, il faut avancer sur ce domaine, nous, la télévision et tous les autres acteurs. Et donc, pour finaliser, est-ce que tu as quelque chose à dire bon, à la prochaine génération, soit à la génération Z, soit celle qui nous suit, pourquoi ils devraient participer à la lutte pour la Louisiane, à la lutte pour notre culture, notre langage, notre terre? Si tu quittes la Louisiane et tu penses que ça sera juste un État pire qui pas gagne des choses, te tromper. La Louisiane, c'est une place avec une culture riche, avec une culture qui va continuer à développer l'État de la Louisiane. Et avec vous autres, si vous apprenez français, apprenez créole et usez ces langues dans les domaines physiques comme la grosserie ou une autre place, on peut avancer et on peut améliorer la Louisiane. On ne peut pas faire ça avec tout quelqu'un qui a après quitté. Oui, on a besoin de tout le monde. Parce que, ouais, on en est déjà fiers de la Louisiane et de notre peuple, mais je crois que si on continue le travail, on va être encore plus fiers. Cool. Donc, oui, on finit avec Vive la Louisiane. Vive la Louisiane libre, on peut dire. Vive la Louisiane libre. Vive la Louisiane libre, oui, c'est bien. Donc, un grand merci, Talib. Pas C'était un plaisir, comme toujours, et je crois beaucoup. que ce n'est que le début. On a beaucoup de travail à faire ensemble. Ouais. OK. À bientôt, vous autres.